Bienvenue à cette matinale de la recherche. Donc, je m'appelle Anaïs Perrier, je suis chargée de projet référente territoriale du Gard au comité départemental d'éducation pour la santé du Gard, donc au CODES 30. Et j'assure dans ce cadre l'animation territoriale du dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, du DRAPS Occitanie, qui est porté par l'IREPS Occitanie, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur une des matinales de la recherche du DRAPS qui est intitulée « Santé mentale des jeunes, l'affaire de tous, éléments d'analyse et présentation du programme de premier secours en santé mentale », le programme PSSM Jeunes. Je remercie mes collègues Laura Tchersegui, qui est coordinatrice du DRAPS Occitanie pour l'IREPS, et Angèle Nicole, assistante de communication à l'IREPS Occitanie, donc pour le soutien technique de cette visioconférence. Nous accueillons aujourd'hui en tant qu'intervenant le docteur Robert Bress, donc, qui est psychiatre, praticien hospitalier, intervenant à la Maison des adolescents de l'Hérault et à Aventure Nomade, qui nous présentera des éléments de compréhension sur l'adolescence et sur la santé mentale des jeunes. Dans une seconde partie, le docteur Pauline Houssineau, psychiatre pour adolescents, praticien hospitalier et intervenante à la Maison des adolescents 34, nous présentera le programme donc, de premier secours en santé mentale des jeunes. À la fin de ces deux présentations, le temps restant sera consacré à un temps d'échange avec les intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat tout au long des présentations. Pour vous resituer le contexte, les matinales de la recherche sont organisées par l'IREPS Occitanie dans le cadre du DRAPS, qui est financé et piloté par l'Agence régionale de santé Occitanie. Le CODES 30 est opérateur du DRAPS sur le département du Gard. L'IREPS et le CODES donc, sont des associations qui ont pour mission d'apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action, de contribuer aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires, de concevoir, mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local, de développer la formation pour renforcer les compétences et professionnaliser les interventions, de proposer un appui documentaire aux professionnels et au public et d'intervenir en éducation pour la santé auprès des publics. Le DRAPS Occitanie, donc dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, donc, c'est un dispositif régional partenarial dont la mission principale est le transfert de connaissances. Toute sa programmation est orientée en fonction des besoins des acteurs. Le DRAPS diffuse des outils, partage des méthodes et organise en plus des matinales de la recherche, des journées d'échange, des formations afin de favoriser la montée en compétences des professionnels. Ce dispositif permet de faciliter la mise en lien entre les chercheurs, les acteurs de terrain et les décideurs. Nous sommes donc réunis aujourd'hui dans le cadre des matinales de la recherche. Ces matinales consistent à favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé publique et promotion de la santé, à soutenir le développement de projets issus de recherche innovants, à valoriser des projets issus d'une recherche interventionnelle mobilisant des données probantes ou considérées comme des actions prometteuses, d'évoquer les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle et d'aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. Quelques éléments de définition avant de donner la parole à nos intervenants. Donc, la santé mentale représente bien plus que l'absence de troubles mentaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face au stress normal de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. La santé mentale fait donc partie intégrante de la santé. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. La pandémie de la COVID-19 a participé à la dégradation de la santé mentale de l'ensemble de la population, avec une forte dégradation de celle du public jeune. L'étude Ipsos réalisée à la demande de la Fondation fondamentale en 2021 a dressé un état des lieux de la santé mentale des jeunes préoccupant. Près d'un jeune sur 3 souffre d'un trouble de santé mentale. Ces derniers déclarent manquer d'informations au niveau des professionnels et structures disponibles en cas de problème de santé mentale, au niveau de la conduite à tenir en cas de problème rencontré par un proche, mais également sur les facteurs de risque, la prévention ou encore les traitements pour soigner les maladies mentales. Le diagnostic territorial partagé en santé mentale finalisé en 2021 dans le cadre du
projet territorial de santé mentale a permis de faire un constat des lieux de la situation de la santé mentale sur le territoire gardois. L'une des problématiques qui a été identifiée dans l'accès aux soins des mineurs est le repérage des troubles et la mauvaise orientation dont ils peuvent faire l'objet. Certains mineurs relevant d'une prise en charge sanitaire sont accueillis en établissements médico-sociaux. De plus, l'accès aux prises en charge pour ces coûts publics est complexifié par le manque de places, donc d'équipements, et de structures adaptées. Des difficultés ont notamment été constatées pour les patients relevant d'une problématique pédopsychiatrique. Le manque de connaissances entre les acteurs et la prise en compte insuffisante du segment préventif ont également été identifiés. Face à ces constats, donc les acteurs gardois ont souligné l'importance de faciliter le repérage précoce et la prise en charge des troubles en santé mentale des adolescents, de favoriser la concertation, l'articulation des acteurs et le travail en réseau, de renforcer la visibilité et l'accessibilité des ressources à santé mentale. Donc, ces 3 objectifs font l'objet de 3 fiches actions du projet territorial de santé mentale gardois. Le programme PSSM, donc le programme de premier secours en santé mentale, a été identifié par les acteurs comme un levier dans le sens où il pourrait contribuer à accompagner les professionnels dans le repérage et l'orientation des adolescents ayant des troubles en santé mentale. Donc, en effet, le programme PSSM, il permet de former des secouristes capables d'informer, sensibiliser et déconstruire les représentations, de mieux repérer les troubles psychiques, d'adopter un comportement adapté, d'informer sur les ressources disponibles, d'encourager à aller vers les professionnels adéquats et d'agir pour relayer au service le plus adapté en cas de crise. Voilà pour les quelques propos introductifs. Je vous remercie pour votre attention et sans plus attendre, je laisse la parole au Dr Bress, donc qui va vous présenter des éléments de compréhension sur l'adolescence et sur la santé mentale des jeunes. Je vous souhaite de passer une bonne matinale. C'est à vous, Dr Bress. Voilà. Donc, je vais. En fait, moi, je vais surtout vous parler des troubles manifestés par les adolescents que j'ai rencontrés, soit à la Maison des adolescents dans l'Hérault, soit dans l'association Aventure Nomade, qui est une association plus nouvelle, qui s'occupe des adolescents dits incasables, c'est-à-dire des adolescents qui échappent à toutes les mesures de prise en charge qui ont pu être proposées, enfin, qui échappent, c'est-à-dire qui fuguent, qui mettent tout à mal, ouais, voilà. Donc, j'aborde cette question à partir d'une pratique, je dirais. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir parler de l'ensemble des adolescents. Je vais surtout parler de ceux dont je m'occupe, ou du moins des questions qui me sont venues en m'occupant d'eux. Alors, ce que je voulais dire déjà en introduction, si vous voulez, mais c'est une longue introduction, c'est qu'il faut faire très attention. Quand on parle de santé mentale des adolescents, il ne faut pas oublier que le groupe des adolescents est un groupe excessivement hétérogène. Les adolescents ne sont pas tous pareils, même s'ils ont le même âge. On est devant un groupe qui est composé de ce qu'on pourrait appeler des enfants attardés, c'est-à-dire des tortues, des enfants qui se développent, qui rentrent en adolescence, mais on se demande s'ils ont vraiment compris qu'ils n'étaient plus des enfants. On y rencontre des gens qui sont déjà adultes et qui ont, alors j'appellerais ça les lièvres, si vous voulez, hein, c'est-à-dire ceux qui sont des adultes précoces, quoi, en gros. Hein, et on rencontre des adolescents dits banals qui traversent leur adolescence avec, c'est Victor Hugo qui le disait, avec la grâce fragile d'une période éphémère qui est prise entre deux crépuscules, la fin d'un enfant et le début d'une femme ou d'un homme. Et, et dans cette traversée-là, ils vont présenter un certain nombre je dirais ce qu'on appelle des troubles, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils font à la fois bien, à la fois pas bien, on se demande vraiment ce que l'on peut faire. Les troubles, l'autre question, c'est que bon, le groupe adolescent n'est pas homogène. Les troubles présentés sont aussi des troubles qui peuvent être influencés par le regard qu'on pose sur les adolescents.
En gros, l'adolescent, ils sont souvent des plaques sensibles qui, suivant le regard qu'on pose sur eux, vont présenter un certain nombre d'éléments qui peuvent être qualifiés de troubles ou pas. En gros, ce sont des artefacts. Ce sont des troubles qui sont produits par notre propre observation. Si par exemple on est très inquiet, qu'on regarde un adolescent avec euh, des, des, des- des questions qui le bouleversent, on peut voir, on peut déstabiliser un ado et produire finalement, voir apparaître des troubles qui ne sont pas forcément, qui sont nouveaux, quoi. Je veux dire des troubles chez lui que l'on n'avait pas repérés avant. Si par contre, et je pense notamment à la prise en charge d'une équipe sénégalaise qui s'occupe d'adolescents de notre association Aventure Nomade, ils ont un accompagnement tellement enveloppant qu'on a l'impression que les troubles de l'adolescent qui présentaient avant sont littéralement anesthésiés. C'est-à-dire, on a un gommage de toute symptomatologie, ce qui ne veut pas dire que l'adolescent va complètement bien. Non, mais il est sensible, je dirais, terriblement sensible à la manière dont on le regarde. Ça, c'est une observation que tout le monde fait, hein. On voit des enfants qui apparaissent insupportables aux parents, ils vont chez les grands-parents et on entend les grands-parents dire que cet enfant est extraordinaire, que son livre, il mange bien, il pose aucun problème. Et on a l'impression que on est devant des troubles qui sont, là encore, très souvent produits parce qu'on amène. L'autre question que je pourrais poser au début, en tout cas, c'est que l'adolescence, finalement, c'est une affaire, l'adolescence, le groupe adolescent, est une affaire qui est relativement récente. Je dirais, elle a un siècle. C'est au début du XXe siècle qu'on a créé culturellement ce groupe adolescent en classe d'âge. Et une fois que le groupe a été constitué de manière complètement arbitraire, hein, c'est-à-dire en gros, on les a tous mis parce qu'ils avaient le même âge dans la même classe à l'école publique, à l'école de l'éducation nationale, c'est-à-dire l'éducation pour tous. On a pris tous les gamins qui avaient à peu près le même âge, on en a fait des classes. Puis il y avait une autre façon de faire aussi, c'est qu'on les a tous pris pour les mettre dans des tranchées pour envoyer des bombes ou recevoir des bombes de la part d'adolescents qui étaient de l'autre côté, quoi. Et, euh, et on en a fait un groupe, on a constitué cet agglomérat de gens très différents pour en faire une classe d'âge du même âge, en gros, hein, ou même tranche d'âge. Ce que dans les années 50, on appelait les teenagers, c'est-à-dire ceux qui avaient un âge qui finissait par teen, entre 13 et 19. Voilà. Et une fois qu'on avait 20 ans, on n'était plus teenagers. Et la société des objets a ensuite homogénéisé d'une certaine façon, ou tenté de le faire, en créant des objets spéciaux pour cette classe d'âge, ce qui a, avec l'idée donc de les, là encore, de constituer de l'extérieur quelque chose qui serait un peu homogène. Et, euh, et donc, on peut dire que le groupe adolescent, et donc chaque adolescent dans ce groupe, est sensible aux variations, aux modifications culturelles. Et alors, on a vu effectivement beaucoup de signes apparaître avec ce que on a appelé par ailleurs la crise du numérique, l'arrivée du numérique, dont les adolescents se sont emparés à tel point que ce sont les ados qui maintenant nous apprennent, nous les vieux, à utiliser tel ou tel truc. Enfin, moi, je vois encore là, je suis actuellement au Maroc avec quelques ados. J'essaye de me dépatouiller comme je peux avec mes histoires de cartes SIM, de ci, de ça, enfin voilà. J'ai mis une demi-journée à essayer de comprendre quelque chose, et une ado m'a débrouillé cette affaire en 3 minutes. C'est elle qui m'a montré tout à l'heure, tellement vite que j'ai rien compris, mais elle s'est débrouillée. C'est-à-dire que l'adolescent s'est emparé de ces affaires-là
ce qui a quand même amené des modifications importantes, puisque ça a modifié le rapport au langage. Il ne s'exprime qu'en quelques mots, en quelques acronymes, et des trucs de ce style, quelques petits signes d'émotion, enfin voilà. Voilà. Et ça a modifié le rapport au temps. Il faut aller très vite. C'est-à-dire, vous envoyez un message, il faut que vous ayez la réponse tout de suite. Ne s'attendez pas que le facteur vous amène la lettre réponse une semaine après. Non, il faut la réponse tout de suite. Et ça modifie aussi le rapport à l'espace, parce qu'on a l'impression que les adolescents vont discuter avec un ami, leur meilleur ami, comme on dit, sur leur iPhone, et on s'aperçoit que leur meilleur ami, ils ne l'ont jamais vu et il habite à des kilomètres de là, quoi. Mais tout a été modifié. Donc, modification de rapport au temps, modification de rapport au langage, à l'espace, et modification par rapport également au savoir, puisque l'adolescent, par ces éléments numériques, peut accéder à des savoirs qu'il n'attend plus de la part de l'adulte. L'adulte lui parle d'un truc, paf, il va sur ses réseaux et il trouve plein de choses, ce qui fait que l'adulte n'est plus là pour diffuser du savoir, mais plutôt diffuser des éléments de compréhension du savoir. C'est-à-dire que l'adolescent sait, mais il ne comprend pas forcément tout ce qu'il sait. Et puis, toujours à ces modifications, vous en avez un petit peu parlé, il y a aussi les troubles liés à des grands bouleversements, comme par exemple la Covid-19, qui a provoqué un isolement social au moment même où l'adolescent avait besoin de sortir de son cocon familial pour justement rencontrer les gens. Paf, le Covid vient de lui dire, taratata, tu restes à la maison, tu restes enfermé et méfie-toi des autres. Les autres ne sont pas forcément des gens intéressants et enrichissants, ce sont des gens dangereux qui peuvent te filer la Covid. Donc, il faut se laver les mains, faire une distanciation sociale, il faut mettre un masque, enfin, il faut faire tout un tas de choses qui viennent pointer que l'autre, que la rencontre avec l'autre est potentiellement dangereuse. Et donc, il faut être prudent. Voilà. Donc ça a été un moment difficile pour beaucoup d'ados qui avaient une frénésie très forte à vouloir sortir de leur cocon familial, encore une fois, mais qui se trouvaient, je dirais, coincés, isolés. En gros, ils avaient l'impression qu'ils rataient leur adolescence, quoi. Le moment le plus riche de découverte devenait un petit moment creux, vide et tout ça, où heureusement finalement qu'il y avait les réseaux sociaux qui leur permettaient de sortir un petit peu de cet isolat. Et puis apparaît maintenant une autre forme. Alors moi, j'en ai pas rencontré beaucoup, 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 mais on commence déjà à en avoir quelques-uns qui souffrent de ce que on a appelé, alors je ne sais plus exactement quel est le terme qui va être consacré, mais qu'on appelle l'éco-anxiété ou l'éco-dépression. C'est-à-dire, c'est des ados qui se posent en fait la question de savoir si, pour résumer les choses, si le 21e siècle va effectivement durer 100 ans, ou bien s'il va y avoir une catastrophe, quelque chose qui va mettre fin à cette aventure. Et eux se demandent si ça vaut le coup finalement de grandir, puisque devenir grand, ça va être, ça, ça va être en fait assister au désastre, quoi, à la fin. Et donc ils sont très bouleversés par cette question de qu'est-ce qu'on va faire plus tard, puisque c'est un plus tard qui est, ben, il y a un gros nuage noir, je dirais, au-dessus de cet avenir. Et donc, on commence à voir quelques ados qui n'ont pas du tout, plus du tout envie d'être adultes. Ils préfèrent se stagner dans cette adolescence plutôt que de passer le pas, de construire un avenir, parce qu'encore une fois, l'avenir, pour parodier Woody Allen, l'avenir ne les intéresse plus parce qu'ils pensent qu'ils n'y passeront pas le reste de leur jour. Voilà. Alors, encore une autre particularité, c'est que l'allongement de cette période de l'adolescence, c'est-à-dire la difficulté à se dire adulte, à se vivre comme adulte et à être reconnu comme adulte, et avec tous les avantages, je dirais, toute la panoplie de l'âge adulte,
cet allongement de ce temps d'adolescence va produire des effets, c'est-à-dire que plus on allonge cette période, plus on voit ce qu'on appelle un bond qualitatif, c'est-à-dire que l'augmentation de la quantité va modifier la qualité. Et c'est vrai que à l'époque déjà, enfin, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on parlait déjà un peu de post-adolescence, c'est-à-dire de ces ados qui étaient plus tellement ados, mais pas tout à fait adultes et qui se retrouvaient donc euh, dans une espèce de simili du vie d'adulte qui, voilà, qui plaisait pour à certains, mais qui a produit également d'autres effets. Autre chose, c'est que parmi les troubles qu'on observe chez les ados, du moins ceux que je rencontre, donc on va retrouver des troubles qui sont ce que j'appelle des troubles spécifiés de l'adolescence, c'est-à-dire des troubles qui apparaissent chez des enfants qui sont déjà, hein, quand ils étaient enfants, porteurs de symptomatologie pédopsychiatrique, on va dire, hein, voilà, avec des troubles de l'attachement, avec des éléments psychotiques, avec parfois des troubles autistiques, parfois des troubles de l'attention. Enfin voilà, ce sont des ados des enfants qui rentrent en adolescence déjà porteurs d'un certain nombre de troubles évocateurs de pathologies ou de handicaps. Et l'adolescence vient colorer d'une certaine façon ces troubles de manière différente. C'est-à-dire que l'ado, même psychotique ou quoi que ce soit, va être attaqué, en gros, par la puberté, va sentir des modifications importantes dans son corps, dans, dans à la fois la perception de son corps, l'image de son corps, mais également les perceptions qu'il a à l'intérieur de son corps, avec la mise en place de tous les systèmes hormonaux, enfin, tout le bouleversement. Et tout ça va venir le bousculer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit que ces troubles qu'on avait diagnostiqués bon, relativement facilement parce qu'ils étaient clairs, deviennent troubles justement, et on se demande si l'adolescent est en train d'aggraver sa pathologie ou son handicap, ou si au contraire, il est en train de suturer cela, hein. Ce qui me fait penser à dire que la crise dont on parle, la crise de l'adolescence, chaque fois qu'on dit le mot crise, on pense que ça va être une catastrophe. Mais attention, hein, des idéogrammes chinois d'ailleurs le montrent bien, il y a le même idéogramme veut dire à la fois crise et chance. C'est-à-dire que la crise, ça peut être une chance. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'adolescents qui enfants posent un certain nombre de handicaps, on a l'impression que le grand bouleversement de l'adolescence peut être une occasion de se défaire de ce dans quoi ils étaient complètement englués et tout ça. Et moi, je pense que c'est intéressant de voir que les troubles de l'adolescence, donc, peuvent être des éléments, je dirais, presque de suture, hein, voilà. Encore faut-il le repérer, encore faut-il l'accomplir. Et puis, vous avez les troubles que j'appelle spécifiques de l'adolescence, c'est-à-dire des troubles qui sont produits par l'adolescent en fonction de ce dans quoi il était inscrit, et, mais également par tout ce qui lui arrive, tout un tas de, ben, à l'adolescence, donc, avec le fait qu'il se regarde dans une glace, il reconnaît vaguement un air de famille dans la personne qui est en face de lui, mais il ne sait plus trop si c'est lui ou pas lui. Il se dit emprunté, on le dit emprunté, alors que en même temps, on lui colle plein d'emprunts, hein. On dit à l'adolescent, tu as le nez de ton père, tu as les yeux de ta grand-mère, tu as les ongles, les oreilles de ta tante, tu as la bouche de ta mère. Enfin, et il a l'impression qu'il était une espèce de patchwork, là, comme ça, qui s'est constitué avec des dons de chacun. Enfin, comme s'il y avait eu un adoton qui avait été fait et chacun avait amené quelque chose. Et il voit bien que c'est lui, mais en même temps, c'est pas tout à fait lui et ça le questionne. Donc, c'est ce bouleversement-là qui va parfois amener donc un certain nombre de troubles, d'autant que apparaissent, en plus de cette question de mon identité, je ne sais plus trop qui, si ce que je vois, c'est vraiment moi.
il se pose la question aussi du que suis-je, c'est-à-dire si j'existe, sous quelle forme j'existe et si j'existe en tant qu'homme ou en tant que femme. Alors, c'est compliqué maintenant parce qu'on dit il y a plus que deux, il y a plus que deux genres. Et donc, on peut être homme et femme en même temps, ou ni homme ni femme, ou transgenre, ou enfin voilà, on peut. Et, euh, et l'adolescent a du mal à se repérer dans une identité. Que suis-je? Est-ce que je suis, si je suis garçon, est-ce que je suis garçon comme les autres? Est-ce que je suis un garçon normal? Hein, c'est-à-dire, je ne veux pas être plus qu'un garçon ou moins qu'un garçon, je veux être un garçon normal. Si je suis fille, est-ce que je suis une fille normale? C'est-à-dire, ni une toute petite fille, ni déjà une femme, mais quelque chose qui serait entre les deux, qui serait l'un et l'autre. Et donc, je vais essayer de me comparer. Alors, c'est tous ces éléments-là, hein, qui suis-je, que suis-je et qui suis-je ensuite, euh, bouleverse et va entraîner parfois un certain nombre de troubles dont le spécifique, c'est-à-dire des troubles dont on dit qu'ils n'arrivent qu'à l'adolescence. S'ils arrivent avant ou après, c'est pas le même genre de trouble. Comme par exemple l'anorexie mentale dite de la jeune fille, enfin, c'était du moins l'appellation qu'on donnait il y a un siècle, et qui sont des troubles où la jeune fille en proie à quelque chose de l'ordre de la sexuation va tout faire pour gommer cette sexuation, enlever ce corps qu'elle ne veut pas voir. Et et donc elle part dans des comportements où il faut tout gommer, quoi. Les seins qui doivent maigrir, le corps qui ne veut pas, hein, les, les, les règles, les menstruations qui doivent disparaître, tout ce qui pourrait être de l'ordre de cette, tout ce qui peut arriver là, elle vient se désexualiser complètement. Voilà. Et ce sont donc alors il y en a d'autres, hein, il y a également ce qu'on appelle les positions dépressives ou la dépression, et c'est difficile de savoir si un adolescent est déprimé au sens d'une dépression ou bien si c'est un adolescent qui est en position dépressive. La différence entre les deux, c'est que la dépression, c'est quelqu'un qui vit l'avenir comme étant essentiellement noir et que demain sera encore pire qu'aujourd'hui, alors que la position dépressive, c'est me sens tout petit dans un monde qui est trop grand pour moi, je ne me sens pas à la hauteur de ce que je peux faire, mais il y a dans la dépressivité quelque chose de l'ordre de l'espoir de sortir d'un tunnel. Et on va l'accompagner donc justement à profiter de cette dépressivité pour envisager un avenir meilleur. Voilà. Donc là, on est sur des choses un peu compliquées, c'est-à-dire, et c'est là qu'il faut qu'il y ait des spécialistes qui permettent de vous dire si on est plus dans la dépressivité adolescente ou déjà dans la dépression. Et puis, vous avez d'autres troubles qui apparaissent, là aussi, qui sont des troubles qu'on rencontre évidemment à l'âge adulte aussi, qui sont les troubles addictifs, les addictions, et notamment cette addiction aux jeux vidéo, ces addictions aux iPhones, enfin, de tous ces trucs, aux réseaux sociaux. Euh, il y a des ados, je vois ceux que j'accompagne à l'étranger, qui, la première préoccupation qu'ils ont, c'est de vite, vite aller acheter une carte SIM locale quoi, pour pouvoir euh, avoir accès à leur réseau sans dépenser, enfin, sans faire dépenser les fortunes de leurs parents. Et alors, il y a d'autres addictions, tout un tas d'autres choses. Il y a même on a même décrit des addictions au rêve. Hein. Vous avez des ados qui se racontent des histoires, euh, qui se montent des véritables histoires dans leur tête. Ils s'imaginent plein de choses, ce qui fait qu'ils ont du mal à suivre en classe parce qu'ils sont encore en train de se raconter leur histoire. C'est un peu comme un rêve compulsif, quoi. Mais un rêve qui serait comment dire, qui serait dur que dans la journée. Il y a une adolescente qui m'avait dit ça, qui m'avait dit que elle aimait bien aller se coucher pour dormir parce qu'au moins elle pourrait arrêter de rêver. Et je lui dis, mais d'habitude, j'ai une nuit qu'on rêve. Mais elle, oui.
sinon je rêve moi toute la journée, je raconte des histoires, ce qui fait que j'ai du mal à entendre les autres parce que je suis pris et j'ai plus fort que moi. Il faut que je me raconte mon film dans la tête. Voilà, donc il y a tout un tas d'addictions comme ça qui peuvent apparaître, à l'adolescence et puis il y a aussi, ce qu'on appelle les conduites ordaliques et qui font très peur. C'est-à-dire ces ados qui vont partir dans des qui vont mettre parfois leur vie en jeu, mais pas parce qu'ils ont envie de mourir, hein, mais parce qu'ils ont envie de vérifier qu'ils ont bien, qu'ils sont vraiment vivants, qu'ils ont vraiment le droit de vivre et qu'ils vont partir dans des espèces de défis. Alors, on connaissait ça avec le jeu de foulard, des choses comme ça avant, mais on commence à avoir des trucs avec des risques importants, hein. Ça a été le jeu du chicken, décrit surtout en Espagne, à Madrid, où des ados partaient à toute allure avec leur mobilette ou des trucs, enfin leur véhicule, quoi. Et à contresens sur l'autoroute, et le gagnant, c'était celui qui allait le plus loin, quoi, sans avoir peur, parce qu'il y a un gros camion qui arrivait, et il fallait se garer, donc lui, il avait perdu. Donc il y avait une espèce de jeu comme ça. Enfin, on voit apparaître des conduites dites ordaliques qui, malheureusement, si je puis dire, ne fonctionnent pas comme les ordaliques ordinaires connus depuis le Moyen Âge. C'est-à-dire que quand vous faisiez une épreuve, vous mettez votre vie en jeu et que vous en sortiez vivant, tout le corps social vous reconnaissait comme vivant et vous accueillez, bienvenue, bienvenue. Le gamin qui prend sa mobilette et qui essaye de traverser juste la voie ferrée juste avant l'arrivée du TGV, s'il y arrive, il est tout content, il a réussi son pied de nez au destin, mais il se prend une claque de la part de ses parents parce qu'il a fait le con, il a mis sa vie en jeu. On ne va pas le féliciter d'avoir fait ça et lui dire bienvenue dans le monde des vivants. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais on est devant des conduites qui fonctionnaient avant socialement, qui existaient, à qui ne se répétait pas parce que je vais le faire une fois et puis on était reconnu. Et là, l'ado le fait, mais comme il n'est pas reconnu, ben, il a tendance à le recommencer et donc on voit apparaître des choses de ce style, qui ne sont pas encore une fois des conduites suicidaires, qui sont des conduites de mise en jeu de leur vie pour montrer, pour jouir du fait qu'ils ont été finalement plus forts que le destin, plus forts que le hasard, plus forts que Dieu, et que et qui sont vraiment vivants, voilà. Alors, tous ces troubles-là, et il y en a d'autres, mais tous ces troubles-là peuvent être considérés, tous les troubles que présente un ado, et qui sont de l'adolescence, que ce soit l'anorexie, que ce soit les troubles alimentaires, que ce soit la dépression, que ce soit les addictions, que ce soit éventuellement des conduites des passagères avec des prises de risques, des- peuvent être considérés comme les prémices d'une pathologie mentale. Mais la grande difficulté, c'est que on ne sait pas comment écrire le mot prémisse. Voilà. Alors, il y a ceux qui écrivent prémisse, P-R-E-M-I-C-E-S, c'est-à-dire ce sont les premiers signes d'une pathologie, mais quand on écrit comme ça veut dire que la pathologie est déjà là. Pour m'expliquer, voilà, on va prendre une métaphore, les frimas de novembre sont les prémices de l'hiver, c'est-à-dire que quand arrivent les frimas de novembre, on dit l'hiver est déjà là. Donc, et donc, ce sont les premiers signes de quelque chose qui est déjà en place. Mais si vous écrivez prémisse, P-R-E-M-I, 2 S-E-S, ça se prononce pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. Si vous l'écrivez comme ça, ça veut dire le premier terme d'un syllogisme. Alors, je m'explique. Si je dis toutes les secrétaires sont sympas, vous ne voyez pas où je veux en venir. Si j'ajoute le deuxième terme du syllogisme, ma fille est secrétaire, vous allez conclure que je suis en train de vous dire que ma fille est sympa. C'est-à-dire que pour pouvoir conclure, j'ai besoin d'avoir un deuxième effet qui se coule, si vous voulez, hein, et j'ai besoin d'avoir un deuxième truc. Donc, quand si on écrit prémisse, P-R-E-M-I, 2 S-E-S, pour revenir à mes histoires de printemps, d'automne, d'hiver et tout ça, enfin de saison, on va dire l'hirondelle est le prémisse du printemps. Quand je vois une hirondelle, je me dis, tiens, le printemps va arriver. Ça ne veut pas dire que le printemps est là. L'hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, je sais qu'il y a quelque chose, mais qu'il y a besoin d'une confirmation, de deuxième effet pour
pouvoir conclure. Donc moi, évidemment, je préfère, quand je rencontre un ado, je préfère l'hirondelle au primat de décembre, de novembre. Voilà. Euh, Docteur Brett, je me permets ouais, de faire le maître du temps et de vous dire qu'il vous reste un petit peu moins de 10 minutes. de 10 minutes. Et oui, ça passe Oh, très vite. ah mais j'aurais fini avant, dites. Ce que je Parfait. voulais dire, c'est que s'occuper, enfin, je pensais à ce oui, alors, en gros, pour résumer cette histoire de prémices et prémices, c'est-à-dire que les signes que présente un adolescent sont souvent, en tout cas, j'allais dire toujours, mais sont souvent non pathognomoniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas significatifs d'une maladie mentale. Ce sont des signes qui sont à prendre en compte, mais qui ne sont pas des signes de maladie mentale. Je m'explique. Si on prend les premiers signes décrits dans la sémiologie, des troubles dissociatifs comme la schizophrénie, par exemple, on va vous parler de rires immotivés, de- comment dire, d'inquiétude, d'anxiété, enfin voilà, enfin, de perplexité, pardon, anxieuse, c'est-à-dire des gens qui se regardent, qui se touchent, qui passent leur temps comme ça devant un miroir à arrêter de se toucher, qui vont rire, on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est discordant, enfin, il n'y a pas lieu de rire et tu vas rire, c'est pas vrai. Parfois, on a l'impression qu'il rit de la bouche, mais avec des yeux tout à fait fermes. On va dire, ce sont des premiers signes d'une maladie mentale. Mais si vous regardez les ados, ils sont tous comme ça, hein. C'est-à-dire que dès qu'ils voient une glace ou une vitrine ou quoi que ce soit, quand ils se baladent dans la rue, se regardent, tac, tac, ils se touchent, ils jettent un œil, et parfois ils sont devant leur glace à se regarder, à se demander si leurs yeux sont à la même hauteur, si les oreilles sont bien symétriques. Ils sont toujours en train de se toucher, de se regarder d'une manière un peu anxieuse. Et puis, comme on dit, souvent à propos des ados, ils rient bêtement, c'est-à-dire, et puis, parfois, ils rient sans raison, on ne sait pas pourquoi. Et, euh, et donc, ce sont des signes d'une grande banalité à l'adolescence qui pourtant sont considérés comme, dans la sémiologie, comme les premiers signes d'une maladie mentale grave. Ce qui fait que quand on voit un ado rire bêtement, on ne peut pas dire, tiens, c'est un futur schizophrène. Non, on dit c'est un ado qui rit bêtement. Et parce que le signe n'est pas pathognomonique, c'est-à-dire il n'est pas révélateur d'une pathologie mentale. Alors, s'occuper, écoute, je regardais l'intitulé, c'est l'affaire de tous, hein, la santé mentale des ados. J'allais dire, pour jouer un peu sur les mots, c'est pas l'affaire de tous au sens où on l'entend d'habitude, parce que l'affaire de tous, c'est l'affaire de personne. On ne sait pas qui c'est tous, hein, mais moi je dirais plutôt c'est l'affaire de tout un chacun, tout un chacun. Chacun d'entre nous, à notre place, on a à accompagner cet ado à traverser cette période compliquée qu'on appelle l'adolescence, mais en même temps, période merveilleuse, parce qu'on est tous en train de pleurer sur la fin de notre adolescence, en disant quand même c'était mieux avant, quand on était ado. Et on oublie les chèrements émotionnels qu'on avait. Mais, voilà. Et donc, s'occuper d'un ado, c'est l'affaire de tout un chacun. Au Sénégal, les Sénégalais me disaient qu'il fallait tout un village pour élever un enfant. Et moi, je leur disais oui, mais pour les ados, surtout chez nous, dans notre culture française, il faut tout un pays pour accompagner un ado. Donc, s'il faut tout un village pour un enfant, avec des gens qui sont de l'ordre de la famille, des gens qui connaissent l'enfant depuis longtemps, qui connaissent les familles de l'enfant depuis longtemps, enfin, voilà, tout un village, il faut tout un pays de gens qui ne connaissent pas forcément cet ado, mais qui sont prêts à faire face à ces difficultés qu'un ado peut rencontrer quand il titube dans son adolescence. Voilà. Et je dis qu'il y a deux façons, là encore, de s'occuper d'un ado. C'est soit faire de la prévention, donc, mais la prévention sans je dirais, pas uniquement prévenir ce qui peut être fâcheux, hein, à l'ado, c'est-à-dire que je ne vais pas faire que des préconisations et
prévention, je dirais, axée sur, surtout comme objectif, éviter le pire. Il faut faire, j'allais dire, de la prévenance, c'est-à-dire être avec un ado, l'aider évidemment à naviguer et éviter le pire, mais surtout, la prévenance, c'est promouvoir le meilleur, c'est-à-dire permettre à l'ado d'accéder au mieux qu'il peut. Voilà. Et, euh, et voilà, en gros, ce que je voulais vous dire sur cette question de la santé mentale des ados, avec quand même, hein, chaque fois, il ne faut pas se dire on accompagne un ado, je crois que uniquement, on accompagne un ado, mais il ne faut pas oublier quelque part qui est effectivement quelque chose de l'ordre du soin, parce que il ne suffit pas que jeunesse se passe, parce que quand jeunesse se passe, jeunesse peut entraîner la mort d'un ado, peut entraîner des séquelles gravissimes et tout ça chez l'ado. Et donc, il faut aussi qu'il y ait quand je dis tout à chacun, c'est-à-dire chacun à sa place, les parents à leur place, les éducateurs à leur place, et les services spécialisés également à leur place, quoi. Mais il faut travailler ensemble, c'est-à-dire il ne faut pas uniquement chercher le spécialiste ou la personne, enfin je le dis par rapport à Aventure Nomade, quand on nous envoie les incasables, ceux qui échappent à tout, je dis moi aux éducateurs et aux services antérieurs, ceux qui nous envoient, que le séjour d'un ado chez nous, à Aventure Nomade, séjour qui peut durer jusqu'à un an et demi, euh, c'est pas un séjour qui vous aide à vous débarrasser d'un ado emmerdant, c'est un, c'est une dispositif qui va vous aider à vous embarrasser de l'adolescent que vous allez recevoir bientôt. Après avoir passé un an et demi, il aura non seulement grandi, parce que de toute façon, sans nous, même, il aura pris un an et demi, c'est vrai, mais il aura eu des modifications. Donc, préparez-vous à l'avance à modifier votre regard et modifier vos dispositifs pour pouvoir le recevoir. C'est-à-dire qu'en fait, s'occuper d'un ado, c'est l'affaire de tout un chacun, à condition que tout un chacun reste mobilisable. Voilà. Merci, Dr Bress, pour cette présentation détaillée. Je vous propose qu'on laisse maintenant la parole au docteur Houssino qui va nous présenter le programme PSSM Jeunes. Moi, je vous propose de vous parler du programme Les premiers secours en santé mentale et en particulier du module Jeunes pour voir comment ce programme peut être une façon pour tout à chacun, pour reprendre l'expression du docteur Bress, pour tout un chacun de pouvoir venir aider les jeunes et les adolescents qu'on peut rencontrer au cours de nos pratiques ou en tant que parents. Donc, moi, pour me présenter, je suis Pauline Houssino, psychiatre pour adolescents à la Maison des adolescents de l'Hérault et je suis également formatrice accréditée par Santé Mentale France pour déployer les programmes Premiers secours en santé mentale à la fois pour le module standard et pour le module jeune. Alors, ce programme des premiers secours en santé mentale, il nous vient d'Australie où il a été créé dans les années 2000 par Betty Kitchener, qui est éducatrice et qui est également concernée par des troubles psychiques dans des formes sévères, ainsi que par Anthony Jorm, qui est professeur de médecine et chercheur. Ils ont créé ce programme pour pouvoir aider tout à chacun à avoir des compétences pour aider des personnes qui seraient en souffrance psychique, pour aussi contribuer à déstigmatiser les troubles psychiques et faire évoluer de façon générale les représentations qu'il peut y avoir sur la santé mentale. Le contenu de ce programme a également pour objectif d'aider des personnes en souffrance à avoir de l'aide de professionnels suffisamment tôt lorsque c'est nécessaire, à réduire leur isolement et de cette façon-là, à les aider à mener une vie satisfaisante ou à réduire l'impact des troubles psychiques, qu'ils soient passagers ou qui soient chroniques, sur leur vie. Donc aujourd'hui, on a plus de 20 ans de recul et c'est un programme qui a maintenant été déployé dans 26 pays dans le monde. Il est arrivé en France en 2018 à l'initiative d'un partenariat entre Santé Mentale France,
l'UNAFAM, qui est une association pour les familles et amis de personnes souffrant de troubles psychiques, et l'INFIP, donc un institut de formation. Sur la base de ce partenariat et en lien avec le programme australien Mental Health First Aid, le programme a été traduit et adapté au contexte français, validé également par un consensus d'experts français. D'abord, c'est le programme standard qui a été déployé en 2019. Et récemment, le programme à destination des jeunes a été traduit. Les premières formations ont eu lieu en 2021. L'objectif en France, c'est qu'on puisse atteindre 750 000 secouristes en santé mentale avant 2030. Alors, si on regarde, aujourd'hui, au 1er octobre 2022, ça c'est les chiffres qu'on retrouve sur le site de PSSM France, il y a 5,3 millions de secouristes en santé mentale qui ont été formés, plus de 36 000 en France et 700 formateurs qui ont été accrédités. Donc, il y a plusieurs programmes adaptés à partir du programme standard. Et prochainement, en France, on va voir arriver le programme ADO qui se déroule sur le principe de la pérédance à destination des adolescents, des collégiens ou des lycéens. Les premières formations de secouristes adolescents pourront avoir lieu en 2024. Elles pourront être dispensées dans des institutions où déjà 10% des adultes qui travaillent avec ces jeunes sont formés au programme PSSM Jeunes. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est les premiers secours en santé mentale? On a tous en tête ce que c'est que les premiers secours en santé physique. Et finalement, en santé mentale, à quoi ça ressemble? C'est le même principe. C'est pouvoir apporter une première aide à des personnes qui souffrent de troubles psychiques, que ce soit des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des troubles du comportement alimentaire, un trouble psychotique ou un trouble lié à l'usage de substances, par exemple. C'est apprendre à repérer des signes qui sont évocateurs de ces troubles sans chercher à poser un diagnostic. C'est pouvoir apporter un premier soutien jusqu'à ce que la personne puisse être prise en charge par des professionnels ou que les signes de crise soient passés. C'est aussi pouvoir repérer des signes qui sont évocateurs d'une crise en santé mentale, comme par exemple la crise suicidaire, les attaques de panique, les automutilations ou les comportements agressifs. Il y a des différences par rapport aux premiers secours en santé physique et elles sont abordées dans le cadre du programme des premiers secours en santé mentale lors de la formation. Et notamment, un des principes, c'est que, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont formés au secourisme en santé physique, on apprend un plan d'action et c'est un plan d'action qu'on va mettre en œuvre immédiatement dans l'ordre et jusqu'au bout, jusqu'à ce que les professionnels interviennent. En santé mentale, ce plan d'action, on va le mettre en œuvre un peu différemment. On peut le mettre en œuvre sur plusieurs jours, parfois en plusieurs semaines, voire en plusieurs mois, puisque la plupart du temps, on n'est pas dans des situations urgentes et c'est encore plus important pour les jeunes et les adolescents. Il y a une certaine temporalité à respecter pour que la personne elle puisse rester aussi maître à bord de sa santé. Le secouriste vient lui apporter une aide, vient lui donner des outils, peut-être des informations sur ce qu'il ressent ou ce qu'il est en train de traverser ou vivre, mais il ne vient pas faire pour lui et il ne vient pas non plus décider pour lui, sauf les situations où il y a un danger immédiat qui sont également abordées au cours de cette formation. Donc, un des principes phares dans cette formation, c'est aussi la notion d'aider la personne à être en capacité d'agir et de s'occuper de sa santé mentale et pas faire à sa place. C'est ce qu'on appelle en anglais ce fameux empowerment, la capacité à agir. Je vous propose un petit portrait du secouriste en santé mentale, pouvoir dire ce que c'est, mais aussi ce que ça n'est pas. Alors, c'est avoir plus de connaissances sur les questions de santé mentale, ce qui peut être un signe d'un trouble psychique qui débuterait, mais ce n'est pas toujours si évident que ça. Le docteur Bress en a bien parlé tout à l'heure, surtout à l'adolescence, ça peut être trouble. Est-ce que c'est des difficultés passagères qui sont liées
à ce passage de l'adolescence, à ce qu'il est en train de vivre ou de traverser? Est-ce que c'est un trouble psychiatrique, une maladie psychiatrique qui est en train de commencer? Est-ce que c'est quelque chose qui va être, enfin une maladie psychiatrique qui peut être passagère comme la dépression ou une maladie psychiatrique, qui peut être chronique? Ça, on ne le sait pas et puis c'est pas ce qu'on demande aux secouristes d'ailleurs. Par contre, s'il repère des signes, qui l'interpellent à ce moment-là, déjà de sa posture de secouriste, il peut apporter une première aide. Et donc c'est oser en parler à la personne concernée, pouvoir lui dire qu'on s'inquiète, pouvoir lui redire ce qu'on repère, pouvoir aussi lui dire qu'on peut aller mieux, lui donner de l'espoir d'aller mieux. C'est, finalement des choses assez simples, mais pourtant essentielles pour aider une personne qui va pas bien. C'est l'écouter, sans la juger, sans la conseiller, mais déjà l'écouter et savoir ce qui se passe pour elle et ce qu'elle est en train de traverser. Et puis, peut-être aussi en fonction de ses besoins, hem, Anaïs Perrier le disait tout à l'heure, un des éléments qui faisait que les jeunes allaient si mal, c'était aussi qu'ils manquaient de connaissances sur ce qu'ils étaient en train de traverser, les difficultés qu'ils étaient en train de traverser, parfois qui peuvent être des troubles psychiques en l'occurrence, mais également sur les personnes qui peuvent, les aider dans ces moments-là ou les professionnels qui pourraient les aider dans ces moments-là. Et ils vont chercher eux-mêmes les réponses, ils vont aller les chercher sur internet. Alors des fois, ils vont tomber sur de la bonne information et puis, des fois, ça va venir répondre en partie à leurs questions, mais ça peut aussi créer ce trouble psychique, s'ils ont l'impression de se reconnaître dans ce qui est décrit sur les réseaux. Donc le secouriste, il peut informer sur ce que c'est, sur ce que la personne est en train de vivre ou à quoi ça fait penser et qui sont les personnes qui vont pouvoir répondre à ces questions, qui vont pouvoir l'aider et comment on peut s'en sortir et aller mieux. Le secouriste, il peut aussi encourager la personne à aller vers les professionnels, voire l'aider de façon concrète. Lui donner des numéros, trouver avec lui, les ressources qu'il y a sur un territoire, voire l'accompagner. Et qu'est-ce que ça n'est pas? Alors j'ai une collègue qui dit souvent que, le secouriste, on peut prendre l'image du sauveteur qui va en mer, récupérer quelqu'un qui est en difficulté, mais c'est certainement pas un sauveur. C'est pas lui qui va faire à la place d'eux. Et puis lui, il va apporter de l'aide, mais c'est pas parce qu'il apporte de l'aide que tout ira forcément mieux. L'adolescent, il est en train de se construire, il cherche à devenir autonome, il cherche aussi, à devenir un adulte à partir de ce qu'il a reçu, mais à partir aussi, de ce qu'il expérimente par lui-même. Et si on veut faire à sa place, on risque de se confronter assez vite à un mur où ça risque de ne pas coller. Un secouriste en santé mentale, quand il a suivi une formation, de PSSM, il ne devient pas un professionnel en santé mentale. Il n'est pas capable de poser un diagnostic, mais il est capable d'avoir des hypothèses, voilà, on a dit tout à l'heure, heu, ça peut être, un moment passager, ça peut être une maladie psychiatrique. Enfin, je reprends l'exemple que donnait, Robert Bress sur, ce rire adolescent. Ça peut être complètement lié à l'adolescence et puis, ça peut être aussi un signe de maladie psychiatrique, mais à ce stade-là, on ne le sait pas. Déjà au niveau professionnel, c'est compliqué. Alors, le secouriste qui peut être tout à chacun, on lui demande encore moins de poser un diagnostic. Ce n'est pas non plus faire à la place de la personne qu'on accompagne. C'est, comme je disais tout à l'heure, apporter des informations et aider la personne de cette façon-là, peut-être à accepter de demander de l'aide, à demander de l'aide par elle-même. Et puis ce n'est pas décider pour elle non plus. Pour illustrer ce que pourrait être un secouriste en santé mentale, je vous propose qu'on regarde cette petite vidéo de Santé mentale France. Alors je vais laisser Angèle à la technique lancer la vidéo. Ça va aller? Oui, pourquoi? Je sais pas. T'as loupé pas mal d'entraînement ces derniers temps. Et là, t'as pas l'air hyper en forme. Si, non, mais ça va. Vraiment? T'as pas l'air dedans ces derniers temps. La semaine dernière, t'es même pas passé dire bonjour au pot annuel. Ouais, j'avais pas envie de voir du monde. Puis, en fait, je me sentais pas trop la force. Comment ça? Pas trop la force. Non, mais c'est rien, je te dis, j'étais fatigué. Bon, de toute façon, en ce moment, j'ai pas grand-chose à raconter. Alors. Mais tu te sens déprimé? Tu sais, ça arrive à plein de monde. Faut pas rester tout seul avec ça. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Ouais, je sais pas trop. Bon, écoute, je sais que c'est pas toujours facile de demander de l'aide, mais
moi je peux faire ça avec toi. Non, sérieusement, on peut chercher des numéros et te trouver des gens bien. Ouais, en fait, je crois que je veux bien un peu d'aide. Merci pour cette petite vidéo donc, qui est assez courte et qui illustre un petit peu ce que pourrait être un secouriste. Dans cette vidéo, c'est un coach de sport et ce qu'elle vient déjà illustrer, c'est que tout un chacun peut porter attention à un de ses proches qui irait moins bien ces derniers temps, à des petits signes qui viennent laisser penser que la personne irait moins bien, voire il lui dit « tu ne te sens pas déprimé ». Voilà, il se pose la question, est-ce que ce ne serait pas plus qu'un coup de mou passager? Déjà, de lui tendre la perche, d'en parler, de montrer qu'on se préoccupe pour lui et puis ensuite, de lui dire aussi qu'il y a de l'aide qui existe, qu'on peut aller mieux. Cette vidéo, elle illustre aussi le fait de déstigmatiser avec cette parole que le coach il utilise en disant, tu sais, ça arrive à plein de monde pour finalement que tout ce qui est question de santé mentale, ce soit pas voilà, quelque chose qui arrive à seulement un certain petit nombre de gens qui seraient particuliers, qui seraient fous, qui seraient gravos, qui seraient des cassos, mais qu'en fait, finalement, ça peut toucher beaucoup de monde. Et d'ailleurs, ça fait partie des chiffres aussi qu'on voit dans la formation sur le fait que les difficultés en santé mentale, les problématiques en santé mentale viennent toucher plus d'une personne sur 3 au cours d'une vie entière. Voilà, alors, donc ça, c'était pour parler des généralités sur le secouriste en santé mentale. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un programme spécifique qui a été adapté pour des populations particulières. Et l'un d'entre eux, c'est pour les jeunes. Alors, pourquoi en particulier pour les jeunes? Anaïs Perrier puis le docteur Brest nous ont déjà donné plusieurs éléments pour le comprendre. On a vu que c'était une période de la vie, les jeunes sont particulièrement concernés par les difficultés, les troubles psychiques en général, par le fait d'aller moins bien à un moment donné au cours de cette période. Et puis l'adolescence, c'est aussi la période au cours de laquelle la plupart des troubles psychiques de l'âge adulte vont débuter. 50% d'entre eux vont débuter avant 14 ans et 75% d'entre eux vont débuter avant 18 ans. Donc finalement, c'est la période où on a envie de les repérer pour pouvoir agir suffisamment tôt et limiter l'installation de formes chroniques ou de formes sévères. Et en même temps, sur cette période de vie, les signes qui peuvent être évocateurs de troubles psychiques, ils ne sont pas spécifiques. Ils ne sont pas pathognomoniques, comme disait Dr Brest tout à l'heure. Ça peut être des signes qui sont liés à des difficultés passagères, qui sont liés à l'adolescence même. Ça peut être aussi des signes de maladie mentale débutante. Donc, on ne sait pas ce que c'est troubles, c'est une zone grise, mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que même sans savoir, on peut déjà leur apporter une première aide, on peut déjà les aider à remobiliser des ressources qu'ils ont, à remobiliser aussi des ressources qui sont extérieures, leur tissu social, s'appuyer sur leurs amis, s'appuyer sur des adultes. Alors, même des fois, c'est un soutien en ligne, mais si ça leur apporte quand même du soutien, ils se sentent moins seuls avec ce qu'ils sont en train de vivre ou ce qu'ils sont en train de traverser. Et c'est leur donner l'espoir qu'on peut aller mieux, on peut sortir de ces difficultés passagères, voire même ça peut être l'occasion d'avoir expérimenté que quand on est confronté à une difficulté de la vie et qu'on ne va pas bien, ben finalement, on peut être capable d'y faire face, on peut trouver des solutions pour continuer d'avancer et de retrouver de l'espoir et de nouveau de pouvoir vivre une vie satisfaisante. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, l'adolescence, c'est une période où c'est particulièrement difficile de demander de l'aide. Il y a ce manque de connaissances sur les troubles psychiques, la santé mentale, beaucoup d'autostigmatisation. C'est vrai en général, c'est vrai pour les adultes, mais c'est encore plus vrai pour les jeunes. Et il y a aussi ce souhait d'autonomisation. Je suis assez grand, je veux faire tout seul, j'ai besoin de personne pour m'aider, je veux m'en sortir par moi-même, un peu l'épreuve du feu. Donc finalement, demander de l'aide à cette période-là, c'est encore plus difficile.
Et enfin, une autre spécificité, que c'est sur le plan développemental, l'adolescence est une période particulière avec de nombreux changements, à la fois sur le plan biologique, mais aussi au niveau psychologique ou social. Ils sont en train de se construire. Il y a plein de bouillonnements hormonal et de remaniements cérébraux. Ils sont en train de construire leur identité, d'essayer de construire un projet, de trouver leur place dans la société. Donc, on sait que la survenue d'un trouble psychique à cette période-là, même s'il est passager, il peut avoir un impact considérable, soit sur l'instant, soit sur la vie d'adulte. Si on vient les aider suffisamment tôt, et c'est le concept de l'intervention précoce, on peut faire en sorte que l'impact ne soit pas trop important. C'est pour ça que je fais un petit mot sur l'intervention précoce. Intervention précoce, c'est pouvoir aider avant, peut-être on ne saura pas si c'est un trouble psychique ou si c'est une difficulté passagère, si c'est une dépression ou une posture dépressive à un moment donné. Peut-être même qu'un professionnel de santé hésitera entre plusieurs diagnostics. Pour autant, rapidement, on peut déjà proposer de l'aide et du soutien. Et ce qu'on va proposer à ce moment-là va pouvoir aider le jeune lui-même à ce que ces difficultés ne s'installent pas trop dans le temps, à ce qu'il n'y ait pas des formes trop sévères, ou bien à ce que plus rapidement, il puisse retrouver une vie qui lui convienne et où il retrouve du sens et de l'espoir. Comment elle se déroule, pour qui elle est, cette formation des premiers secours en santé mentale jeune? Donc, c'est un programme qui est à destination des adultes qui travaillent ou qui vivent avec des adolescents et des jeunes adultes. On l'a compris, la limite d'âge pour définir quel est l'âge d'un adolescent, elle n'est pas très simple, elle n'est pas très bien délimitée. On dira entre 11 et 25 ans. C'est une formation qui se répartit sur 2 jours ou 4 demi-journées, 14 heures au total, dispensée par un formateur accrédité par PSSM France. La liste des formateurs est sur le site de PSSM France. Et puis, ça va être une approche pédagogique qui est très encadrée, très structurée, qui doit être la même dispensée par tous les formateurs, qui est régulièrement révisée et évaluée. Donc, elle se veut dynamique et c'est pour ça qu'elle est dispensée à des petits groupes de stagiaires, 16 au maximum, puisque c'est une formation qui est interactive, qui va s'appuyer sur des contenus qui sont théoriques, donc des informations sur les troubles psychiques, sur les interventions qui existent, par exemple, sur le développement de l'adolescent aussi. Et puis, une grosse partie de la formation, c'est des mises en situation à partir de situations réelles, avec l'apprentissage et la mise en œuvre d'un plan d'action de secouriste en santé mentale. Comme on a dit qu'il y avait un plan d'action pour le secourisme physique, c'est le cas aussi pour le secourisme en santé mentale. On apprend ce plan d'action et on voit comment on peut le mettre en œuvre sur les situations qui sont proposées. Il y a également des vidéos qui peuvent illustrer des troubles psychiques ou des difficultés rencontrées par des jeunes et des interventions que des adultes pourraient avoir pour les aider, pour mettre leur casquette de secouriste auprès des jeunes qu'ils accompagnent ou avec lesquels ils vivent. Au cours de cette formation, chaque stagiaire reçoit un manuel personnel qu'il va garder avec lui, qui contient l'ensemble des compétences qui sont transmises, enfin des informations qui sont transmises, et auxquelles il va pouvoir se référer également chaque fois qu'il aura envie d'intervenir, de mettre sa casquette de secouriste. Les objectifs, donc chaque stagiaire va pouvoir réviser ou acquérir de nouvelles connaissances sur les questions de santé mentale, se réinterroger sur les représentations qu'il peut avoir sur la santé mentale ou les troubles psychiques. Également, développer des compétences relationnelles qu'il a peut-être déjà, mais voir comment il peut les mettre en œuvre auprès des jeunes, quelles vont être les postures qui vont être aidantes, celles qui le seront moins. Alors, finalement, c'est des choses qui sont plutôt de bon sens, mais qu'il est toujours bon de réviser, surtout quand on est dans le feu de l'action. Et on va parler beaucoup d'écoute, on va parler beaucoup
des mots qu'on peut entendre partout, de bienveillance, de non-jugement, de reformulation. Voilà, toujours en partant de ce que le jeune est en train de vivre et non pas ce qu'on voudrait lui conseiller ou ce qu'on voudrait le voir faire. Et lui donner peut-être des informations en plus que ce qu'il a, qui pourront l'aider à vouloir aller demander de l'aide ou à se renseigner ou à chercher comment avancer malgré les difficultés qu'il est en train de rencontrer. Un des objectifs pédagogiques, donc, c'est également apprendre le plan d'action et le mettre en œuvre dans des situations pour se sentir ensuite à l'aise pour l'utiliser au quotidien et également pouvoir répertorier les ressources qui existent sur un territoire. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces formations? Le mieux, c'est d'aller voir sur le site PSSM France. Vous pouvez, je ne sais pas si je peux utiliser ma souris, je vais essayer. Ouais. Vous pouvez donc aller dans le calendrier des formations, renseigner la région qui vous intéresse, le type de formation que vous cherchez. Là, en l'occurrence, on parle de PSSM Jeunes. Et puis, s'affichera les formations qui sont programmées, sachant qu'il y en a régulièrement des nouvelles qui apparaissent, donc il faut aller voir régulièrement. À la Maison des adolescents de l'Hérault, on est 3 formateurs pour les premiers secours en santé mentale jeune. On propose des formations qui sont ouvertes à tout à chacun, où tout à chacun peut s'inscrire. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder régulièrement notre calendrier de formation, ou alors vous pouvez aussi envoyer un mail à l'adresse mail qui est ici, formation@mda34.org. Ou bien on peut également organiser des formations à la demande d'une institution en particulier, donc toujours sous les respects du format de 16 participants maximum. Voilà, et ça, pareil, il suffit d'envoyer un mail à formation@mda34.org. On n'est pas les seuls formateurs, hein, donc je vous encourage, si vous êtes intéressé, à aller voir aussi auprès de l'INFIP, auprès de formateurs indépendants. La formation est la même pour tous, le contenu dispensé est le même pour tous, et les tarifs sont les mêmes pour tous aussi. L'objectif, ce n'est pas de faire de la concurrence, mais vraiment de faire en sorte que de plus en plus de Français puissent avoir accès à cette formation de secourisme pour développer l'entraide entre tous, entre tout un chacun, je dirais même plus. Je vous remercie pour votre attention et vous aurez peut-être d'autres questions sur les premiers secours en santé mentale et je suis ravie de pouvoir y répondre si j'ai les réponses. Merci beaucoup, Dr Ossino, pour cette présentation très complète du programme PSSM. Merci à vous deux pour le timing parfait de vos présentations. Je vous propose qu'on ouvre maintenant une séquence de réponses aux questions que les participants ont posées dans le chat. Dans cette attente, vous pouvez continuer à poser vos questions et je vais essayer de faire en sorte de les restituer de la manière la plus fidèle possible. Alors, je vais commencer peut-être par les questions ou remarques adressées au Dr Bress. Donc, Dr Bress, Dominique Henriot, qui est conseillère conjugale et familiale donc, sur la commune de Nîmes. Donc, c'était plus une remarque qu'une question, mais elle vous disait que cette précision entre dépression et position dépressive est très intéressante en ce qui concerne effectivement donc, leur accompagnement. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Donc, un accompagnement conseillère conjugale et familiale au sein d'un centre de santé sexuelle. Non, mais c'est difficile de faire la part de la dépression et la position dépressive, mais c'est-à-dire que quand on voit un ado et qu'on a l'impression qu'il est déprimé, parce qu'il l'est, comme ça, il ne va pas bien, il regrette le passé, il est même mécontent du présent et il est très angoissé ou en tout cas désespéré par l'avenir et qu'il est... voilà. On va vite qualifier ça de dépression. Et l'ennui, c'est que la dépression, on va chercher vite une réponse pour essayer de l'aider à passer ce moment. Et moi, j'ai une expérience là avec une gamine dont on dit qu'elle est déprimée depuis longtemps.
Et finalement, le fait de dire aux éducateurs que ce qu'elle traversait, c'était plus une position dépressive, une dépression, c'est-à-dire que elle avait quand même, dans ce qu'elle me disait moi, l'idée qu'un jour ou l'autre, elle finira bien par en sortir. Et je me disais que ça, elle est dans le tunnel, mais elle voit la lumière au fond du tunnel qui est peut-être très très loin, qui me paraît presque inaccessible, mais au moins il y a une lumière là-bas. Et je me disais que ce qui était intéressant, c'était que finalement, de manière que je dirais un peu étonnante, hein, c'est que c'est sa position dépressive qui lui permettait d'avancer et d'espérer. Voilà. Et donc, je disais, à la limite, il ne faut surtout pas supprimer cette position dépressive, sinon elle n'avancerait plus. Voilà. Donc, c'est un peu idiot de dire quelque chose comme ça, mais et je trouve que ça montre en tout cas qu'il faut éviter que nous, on ait peur de ce qui peut arriver à l'ado et qu'on l'accompagne et qu'on essaie de ne pas forcément essayer de tout enlever, de tout anesthésier, si je puis dire. Voilà. Mais enfin, je crois que c'est Winnicott et Melanie Klein qui en parlent, hein, de cette dépressivité, hein, plus que la dépression. Mais là encore, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette, hein, entre les deux. Hein, donc, c'est parfois compliqué. Je dirais même des fois que ça apparaît de l'ordre du pari. Hein, mais quand on fait un pari, il faut se donner les moyens de le réussir. Et donc, je reviens sur ce que disait Pauline, c'était que il ne faut pas oublier qu'on n'est pas forcément tous des professionnels, on n'est pas forcément tous des super compétents, et que c'est en additionnant nos incompétences aux uns et aux autres qu'on va arriver à faire quelque chose. Quoi. Et que donc je vais l'adresser à quelqu'un qui a d'autres compétences que les miennes, qui va pouvoir amener d'autres réponses, une autre solution que la mienne, mais ça ne veut pas dire que la mienne était mauvaise, hein, ça veut dire qu'on a besoin de travailler ensemble. Quoi. Oui, moi je suis passée un peu vite sur un des contenus du programme aussi PSSM. On parle des professionnels, mais il y a aussi tout un chapitre, tout un élément du plan d'action qui consiste à informer la personne qu'on aide sur l'ensemble des autres ressources qui existent. Parce qu'effectivement, les professionnels vont aider à un certain endroit, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent aider, le sport, les amis, la famille, le prof, le coach. Et moi, j'étais intéressé par ça parce que j'avais rencontré en Italie des gens qui s'occupaient de travailler en santé mentale. Et il y avait tout un tas de gens qu'ils appelaient les opérateurs, c'est-à-dire les opérateurs. C'était des gens qui étaient, pas compris, ils étaient éducateurs, assistants sociaux, ou psychologues, je ne sais pas quoi. Et c'était des gens dont la fonction était de rendre opérant ce qui existait. C'est-à-dire que l'opérateur, c'était celui qui, comme tu disais, va accompagner quelqu'un, un jeune, vers tel ou tel dispositif et tout ça, et le rendre opérant. Le dispositif existait, le jeune était là, et il n'y avait pas de rencontre. Et quand il y avait une rencontre, paf, ça ne marchait pas. Et on s'apercevait que l'opérateur, c'était celui qui pouvait mettre de la vie là-dedans et rendre opérant des choses qui existaient déjà. Donc je trouve que ça ressemble un peu à ça. Hein. Alors c'est vrai que l'opérateur, il ne faut pas qu'il se prenne pour l'homme orchestre, hein, c'est-à-dire que celui qui va pouvoir tout faire. Non, il est là pour mettre en musique les choses, hein, plutôt que de... Voilà. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Ce qui montre, encore une fois, quand je dis tout à chacun, c'est de Florian qui dit ça, hein, à chacun son métier, les vaches seront bien gardées, c'est-à-dire qu'on va chacun essayer de faire son métier, mais tout en sachant que la vache ne nous appartient pas. Je veux dire, on va la garder, et puis chacun va faire son truc. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre? Oui, j'étais en train d'essayer de reprendre le fil. Merci pour ces précisions. On avait une question de Laura Tcherstegui, donc coordinatrice du DRAPS, qui se demandait, Dr Bress, si vous observez des phénomènes de harcèlement et de violence scolaire entre pairs dans les autres pays où vous intervenez,
Ou alors, est-ce que c'est un phénomène récent ou où on a toujours observé des violences de ce type entre pairs? Alors, que ce soit donc, enfin moi, avec l'aventure nomade, on commence à intervenir dans plusieurs pays, le Sénégal, au Cap-Vert, enfin, sur les îles du Cap-Vert. Et là, donc, depuis une semaine, au Maroc, on inaugure le truc. Enfin, je suis venu en tant qu'ambassadeur, si vous voulez, pour essayer d'expliquer un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Puis ça marche bien, avec quand même des différences culturelles fortes. Hein. Les jeunes filles du groupe sont très mal à l'aise parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles sont obligées de bien s'habiller, de bien se couvrir et tout ça, et qu'elles ont toujours, elles sont l'objet de regards qu'elles trouvent agressifs. Nous, les garçons et tout ça, on ne s'aperçoit pas de tout ça, hein, de ces regards pesants, parfois un peu lourds sur ces gamines. Et voilà, on est en train de travailler. Alors, sur la question du harcèlement, ça a toujours existé le harcèlement, mais le problème, c'est que, et je trouve que c'est là que les réseaux sociaux et tout ça sont difficiles, c'est que le harcèlement scolaire, bon, ça a toujours existé depuis la guerre des boutons, des trucs comme ça, on connaît. Mais le fait que le gamin, quand il rentrait chez lui, il était tranquille. Il avait son espace, son territoire primaire, quoi, hein, où il était chez lui avec ses parents, sa maman, sa chambre et tout ça, il était tranquille. Après, il retournait à l'école, il faisait éventuellement de nouveau harceler, mais ou lui-même harceler les autres. Bon. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, ils n'ont plus de territoire primaire. C'est-à-dire que le harcèlement est passé sur les réseaux sociaux et que même quand il est à la maison, paf, paf, il reçoit des messages, d'insultes, des commentaires, des trucs comme ça. Enfin, le harcèlement continue. Et c'est fait qu'il n'a pas, il a plus un temps de repos, sauf à effectivement rentrer chez lui, filer son portable à ses parents et être un peu soulagé. Mais ça, il ne le fait pas parce que dans le portable, il y a ceux qui harcèlent, mais il y a aussi ceux qui l'aiment bien. Enfin, voilà. Et donc, ce qui fait qu'il n'a plus. J'ai l'impression que la problématique là, c'est qu'il n'y a plus d'intimité. Son intimité est devenue une extimité, c'est-à-dire que mon intimité est connue par tout le monde. Je ne peux pas me prendre en photo sans prendre le risque que ma photo va partir un peu dans le monde entier sur les réseaux et je ne sais même plus qui va pouvoir la regarder. Ce qui fait qu'en fait, je n'ai plus cette protection, hein, du territoire privé. Donc le harcèlement existe. Alors, au Sénégal, il y a des harcèlements, mais les Sénégalais en particulier ont une culture, c'est le chikungunya, c'est-à-dire la parenté par plaisanterie, c'est-à-dire qu'entre Peul et Wolof, entre Peul et Sérère et tout ça, enfin, ils se plaisantent les uns les autres, comme nous avec les Belges finalement. C'est-à-dire que les Belges se racontent des blagues anti-françaises, les Français racontent des blagues contre les Belges. Mais finalement, on s'est jamais foutu sur la gueule avec les Belges, quoi. Enfin, on n'a jamais fait de guerre avec eux. Et j'ai l'impression que cette parenté par plaisanterie, ça permet de se foutre tendrement de l'autre. Et donc, il y a des histoires. Mais ce que je dis aux Sénégalais, c'est attention, c'est que la crise numérique, ça va vous tomber sur la figure. C'est-à-dire que les réseaux sociaux vont arriver, vous allez avoir des jeunes qui ne vont plus respecter les parents comme étant ceux qui ont le savoir, qui vont leur distiller. Ils ont le savoir par ailleurs, ils ont tout un tas de trucs. Donc, préparez-vous, hein, à modifier votre système culturel parce que ça va être modifié par l'arrivée de ces réseaux et de trucs. Donc, moi, je trouve que le harcèlement a toujours existé et je pense que ça existe dans tous les pays, mais ça a été terriblement amplifié par cette histoire de réseau et de numérique. Merci. Par rapport à ce que vous venez de dire, docteur Bress, donc on a eu plusieurs remarques, réflexions. Donc, Dominique Henriot, conseillère conjugale et familiale, qui rajoutait qu'on ne peut être efficace qu'en étant en réseau et en mobilisant en effet tout un chacun avec au centre la parole de l'adolescent.
Il y a Mm. Madame Bata de la direction territoriale de la PJJ du 81 et du 12 qui constate que les acteurs du social ne sont pas assez formés sur les bases du développement psycho-affectif de l'enfant et de l'adolescent. Et Madame Ferrand, Christine, qui dit que ce qui manque, c'est un accompagnement des parents confrontés aux troubles des adolescents. Le parcours de soins pour un adolescent déprimé avec des troubles psychotiques ne prend pas assez en compte le ressenti de la mère et ou du père. Et ce manque de prise en charge peut conduire à une dépression chez les parents, ce qui augmente le mal-être de l'enfant. Je me suis permis de regrouper ces remarques. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Non, c'est des... Non, pas trop, c'est-à-dire, enfin, que j'agirais, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier la parole de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il ne faut pas qu'il se trouve dans un projet embarqué, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer une croisière touristique qui lui permet d'aller jusqu'à l'âge adulte, hein, avec des étapes programmées hors lui, quoi, par les autres. Il y a un moment où il faut qu'il devienne progressivement propriétaire ou en tout cas partie prenante du projet, hein. C'est-à-dire qu'il y a, je disais moi, souvent, il y a ce dans quoi il est inscrit, ce qu'on lui prescrit, mais ce qui est important, c'est ce à quoi il va souscrire, lui, quoi. Donc, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse, au cours de la croisière, finalement, pouvoir aller rencontrer un peu le capitaine pour lui dire qu'il serait très bien plutôt à cette île qu'à cette autre, à ce port qu'à un autre, et que peut-être il pourrait aller plus vite parce qu'il est pressé, ou moins vite parce qu'il veut prendre le soleil, ou il a une copine qui n'est pas pressé de rentrer, puisque maintenant il a une copine sur le pont. Voilà. Donc, qu'il puisse avoir quelque chose où il devient partie prenante, avec quand même cette difficulté, c'est la question du rapport au langage. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est que pour nous, adultes, quand on se parle, on sait que le langage est équivoque. Et quand je dis quelque chose, les mots que j'utilise vont parler tout seuls, vont rajouter quelque chose. Et les autres vont entendre des choses que j'avais pas envie de dire, mais ils l'ont entendu, hein. Et finalement, comme on dit, ce que je dis n'est pas dans ce que je dis moi, mais dans ce que l'autre entend, hein. En gros, comme si les murs avaient des oreilles. C'est-à-dire quand je parle et l'autre entend autre chose que ce que j'ai dit. Mais ça, c'est la difficulté du langage sur lequel se régalent les psychologues, les psychanalystes et tout ça. Ben, voilà. Pour l'adolescent, le mot n'est pas équivoque. Un mot veut dire une chose. Si je dis un truc, c'est ça. Il y avait une publicité qui a fait un tabac auprès des ados, qui a vachement bien marché. Ça a été mesuré par, à l'époque, c'était un peu plus, enfin, le comité d'éducation pour la santé, mais au niveau national, qui avait fait toute une campagne pour essayer de limiter, de prévenir l'usage de drogue et tout ça. Enfin, voilà. Et ils ont pris le risque de mesurer les effets de leur campagne en relation avec d'autres campagnes pour d'autres objets. Et bon, ils ont eu le courage. Enfin, c'est évidemment Nike qui est arrivé le premier parce que le fameux Just Do It, ça a été truc terrible. Mais arrivé en second, une boisson qui s'appelle Sprite, qui est une limonade. Et la campagne de Sprite, c'était de voir des jeunes qui jouaient au basket. Et puis à un moment, il y en a un qui s'arrête, qui boit une gorgée de Sprite parce qu'il avait soif, qui rejoue là et qui tire au panier, qui rate lamentablement le panier. Et le slogan, c'était Sprite, une boisson qui vous désaltère et sans plus. Et eux, ils avaient trouvé ça correct. C'est-à-dire qu'en fait, on ne raconte pas que grâce à l'Espagne, je marquais les paniers. Voilà. Et là, c'était ce qu'ils appellent le parler vrai, les ados, hein. C'est-à-dire, je dis un mot, ce mot veut dire une chose. Et je me méfie de l'adulte qui va interpréter ce que je dis. C'est-à-dire qu'il va essayer de me faire croire que ce que j'ai dit n'est pas ce que j'ai dit. Et c'est autre chose. Et c'est compliqué parce que... Alors, l'exemple que je sors tout le temps parce que c'est une jeune fille qui m'a plu, elle m'a dit ça il y a au moins 20 ans, donc ça doit être une grande dame maintenant de 33, 34, 35 ans, qui était
qui était très, très, très belle, très belle, très belle. Il n'y a pas que moi qui disais qu'elle est belle, la secrétaire disait qu'elle est belle, le psychologue disait qu'elle était belle, enfin voilà. Et cette gamine se faisait des traces sur avec des brûlures de cigarettes et tout ça, enfin voilà. Et elle me dit, gentiment, vous ne pouvez pas savoir quel enfermement c'est que d'être beau. Je lui ai dit, merci pour le vous ne pouvez pas savoir. Et là, elle me regarde tout étonnée, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je dis, d'accord, mais c'est ce que j'ai entendu, tu vois. Et là, elle a découvert qu'on pouvait entendre autre chose dans les mots que ce qu'on prononçait, quoi. Enfin, que le mot était comme toujours un peu équivoque. C'est pour ça que c'est parfois compliqué avec la douce, ce qui fait qu'on est obligé parfois de passer par des détours. Et le détour que moi j'apprécie le plus, parce que je suis familier, c'est l'humour. C'est essayer de l'aider à plaisanter et tout ça. Enfin, et on s'aperçoit que l'ado, à ce moment-là, va apprendre lui-même à jouer sur les mots, comme s'il y avait chaque fois un double discours. Et il va découvrir ça. Donc c'est pour ça que quand on dit il faut que l'ado soit partie prenante, attention, parce que l'ado va nous dire des trucs, nous on va l'entendre d'une autre façon, on va faire ce qu'il nous a dit, puis on va s'apercevoir que après coup que c'est pas ce qu'il nous avait dit. Voilà. C'est une particularité du langage ado. Merci, docteur Bress. On va poursuivre avec les différentes questions. Une question en lien avec la formation du coup PSSM, docteur Ossino. Il y a Sarah Kozoro, qui est psychologue et coordinatrice du projet territorial de santé mentale du 65, qui demande si vous pouvez préciser si les experts qui ont contribué à la validation de la version française de PSSM, donc qui sont ces experts, s'il vous plaît, si donc vous avez en tête. Ouais. Alors, je peux dire de quels horizons ils viennent. Après, je vais avoir certains noms, mais pas tous. Donc, parmi ces experts, il y a des personnes qui sont directement concernées par des troubles en santé mentale, ce qu'on appelle les patients experts. Il y a des aidants, donc des proches de personnes souffrant de troubles psychiques. Il y a des cliniciens. Parmi ces cliniciens, j'ai retenu certains noms, mais ils n'y seront pas tous. Je sais notamment qu'il y a le docteur, et non, son nom m'échappe, une psychiatre qui travaille à Versailles. Je me demande si elle n'est pas chef de service dans un service de psychiatrie à Versailles. Je sais qu'il y a également un psychiatre qui travaille auprès des jeunes à Lille, spécialisé autour de la question des idées suicidaires et des comportements suicidaires chez les jeunes, le docteur Notre-Dame. Et il y a d'autres psychiatres, mais je n'ai pas retenu tous les noms. Et il y a également un collège qui vient régulièrement, un collège scientifique qui vient régulièrement réviser le programme ou apporter des adaptations qui seraient nécessaires en fonction des remontées de terrain. Et toujours constitué de personnes concernées, d'aidants, de cliniciens et de chercheurs. J'espère que j'ai répondu. Oui, juste par rapport aux deux autres questions que vous aviez évoquées tout à l'heure, Anaïs, concernant la place des parents, je pense que je suis passée un peu vite dessus, mais le programme PSSM Jeunes, il est à destination des professionnels qui travaillent avec les jeunes, mais aussi des parents. C'est pas la seule façon de donner une place aux parents, parce qu'après, c'est à différents niveaux et elle reste très importante, mais c'est aussi une des façons de leur donner des outils de mieux comprendre ce que traversent les adolescents, ce que vivent les adolescents en général, et les questions en termes de santé mentale et troubles psychiques. Et concernant la question du développement psychique de l'adolescence, c'est aussi un chapitre qui est abordé dans le module jeunes des premiers secours en santé mentale. Du coup, à ce propos, il y a Monsieur Vieuxville, qui est président national de Famille et Tendresse, qui a signalé que l'association fait de l'information auprès des familles, des enseignants,
sur la prévention des maladies mentales et psychiques. Et actuellement, ils ont axé leurs actions sur la prévention sur l'accueil d'un enfant différent au sein des familles, en milieu ordinaire et en structure spécialisée. Et en Occitanie, ils ont fait une journée d'information à Carcassonne. Donc, pour faire le lien avec la remarque sur l'inclusion des parents. Je vous propose de poursuivre. On a eu beaucoup de questions sur la formation PSSM. Je me permets d'en rassembler certaines. Du coup, donc, vous avez en partie répondu à la suite de votre présentation, mais si vous voulez rajouter des informations, donc plusieurs questions. Quel parcours pour être formateur? Quel profil ont les formateurs? Et après, quelle prise en charge pour ces formations? Alors, pour être formateur, c'est en 2 temps. Le premier temps, c'est d'avoir expérimenté le programme PSSM en tant que stagiaire. Donc, c'est le programme que je vous ai présenté en 14 heures, avec 2 programmes qui existent actuellement en France. Le programme standard, qui permet, en devenant secouriste, de pouvoir aider une personne de 18 ans et plus, confrontés à des difficultés de santé mentale, et le programme jeune, donc spécifiquement pour aller aider des jeunes. Donc on suit ce programme pendant 2 jours ou 14 heures. Et ensuite, il y a le niveau formateur qui se fait en 5 jours. Donc on peut devenir formateur standard, on peut devenir formateur jeune. Et après, entre chaque niveau, il existe des passerelles pour ne pas tout refaire. Et pour être formateur, c'est uniquement PSSM France qui forme les formateurs. Il suffit d'aller sur le site, de demander, enfin de faire une demande pour devenir formateur et d'être déjà secouriste. Le profil des formateurs, il faut avoir suivi le programme de secouriste, des compétences en termes d'animation de formation et des connaissances en santé mentale qui peuvent être à différents niveaux, soit en tant que professionnel, soit en tant qu'usager en santé mentale, soit en tant qu'aidant, soit en tant qu'association aidant ou en tant que professionnel qui aide des personnes concernées par des difficultés en santé mentale. Je crois qu'il y avait une question sur les aides, c'est ça, pour devenir formateur ou pour être secouriste? Au niveau du financement? Au niveau du financement. Alors, donc, pour devenir secouriste en 2 jours, c'est un tarif qui est standardisé, qui est le même pour tous, pour ne pas rentrer dans une logique de concurrence, et qui est autour de 250 € à peu près. Donc, soit les personnes intéressées peuvent le financer elles-mêmes parce qu'elles sont intéressées pour devenir secouristes, soit elles peuvent demander, ça dépend dans certaines institutions ou à leur lieu de travail de financer ces formations-là. Ça dépend ce qu'il y a au plan de formation. Et après, selon les villes, des fois, il y a des financements qui peuvent être obtenus, région, département. Voilà, ce n'est pas moi qui m'occupe trop de la question du financement, mais en tout cas, c'est vrai que pour étendre ces formations, nous, on est en recherche de financement, notamment pour pouvoir proposer la formation à des parents qui pourraient être limités par la question financière. Et après, quand on voudra aussi développer le module à destination des ados, donc basé sur de la paire-aidance, on va chercher des financements parce qu'on ne va pas demander aux adolescents de financer eux-mêmes cette formation de secouriste. Est-ce que j'ai répondu à tout au niveau des questions concernant le financement? Oui, merci. On verra. Du coup, je poursuis. Encore une question de Madame Cosero, donc psychologue et coordinatrice du PTSM 65. Comment s'assurer que les personnes formées vont s'en tenir à ce qu'est un secouriste PSSM et ne vont pas glisser vers ce que n'est pas un secouriste? Il y a tellement de dérives dans ce champ et de dégâts auprès des personnes dans une situation de vulnérabilité. Il y a l'idéal. Elle vous dit que votre vidéo est très, très chouette, et la réalité. Tout à fait, et on vient pas s'assurer que les personnes mettent en œuvre le secourisme comme il faut. Par contre, au cours de la formation,
On donne des préconisations, notamment quand est-ce que je décide d'intervenir en tant que secouriste. Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que je me sens suffisamment à l'aise, en forme, à distance de mes propres émotions aussi, enfin, suffisamment neutre par rapport à mes propres émotions? Est-ce que je suis la bonne personne ou est-ce qu'autour de moi, c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne parler aux jeunes? Et c'est valable aussi avec les adultes d'ailleurs. Et puis sur la façon de, mettre en œuvre le plan d'action, PSSM, et bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du déroulé du plan d'action. On va respecter la temporalité du jeune. Si c'est pas le moment pour lui, d'avoir cette discussion, si rapidement, il ferme, une porte en disant, «Ce que tu me dis, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'en parler», on vient pas forcer. On rappelle que c'est la personne concernée qui, tient la barre de sa vie, qui mène sa barque. Nous, on va pouvoir être attentif à ce qu'il vit, on peut revenir à différents moments, mais dans tous les cas, on respecte sa temporalité et on respecte les limites qu'il pose aussi, sauf s'il y a un danger immédiat, parce que là, ça pourrait être non-assistance à personne en danger. Et au cours de la formation aussi, il y a de nombreuses représentations qui sont déconstruites. Donc on va revenir sur des représentations classiques, sur les termes utilisés, sur des postures adoptées, et on va aider les personnes à les déconstruire, alors sous forme de quiz ou de petites choses comme ça. Et pareil, les formateurs sont appelés à intervenir régulièrement si des postures ou des propos ne sont pas adaptés, même si c'est sur le ton de l'humour, en rappelant aussi que, au cours de cette formation, on vient s'entraîner à avoir une posture qui puisse être adaptée par rapport aux questions de santé mentale et aux personnes qui souffrent de troubles psychiques ou de difficultés passagères concernant leur santé mentale. Ensuite, une personne qui a suivi une formation, elle n'est pas obligée de sortir sa casquette de secouriste à tout moment. Et à d'autres moments, elle reste humain, elle reste citoyen, et elle a pas envie d'être secouriste, donc ça lui appartient aussi. Mais du coup, en étant sensibilisée sur cette formation, peut-être elle ne sera pas étonnée de voir telle ou telle réaction en face de la personne qu'elle a en face d'elle, parce que ce sera des postures qui vont favoriser du repli ou de l'agressivité. Enfin, voilà, ça peut être aussi des piqûres de rappel. Et ensuite, il existe aussi, depuis, il y a eu le premier cette année, là, au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, le Forum national des secouristes, qui est un événement annuel qui permet de regrouper les personnes qui le souhaitent, qui se sont formées au secourisme en santé mentale, qui est l'occasion d'échanges de pratiques en tant que secouriste ou en tant que formateur, d'échanger sur les difficultés rencontrées. Donc ça, c'est sous forme présentielle. Et après, quand on est secouriste, on a aussi un accès sur la plateforme de PSSM France, notamment sur un forum où il peut y avoir des échanges entre secouristes ou entre formateurs sur des situations qui ont été rencontrées, des choses qui ont pu mettre les personnes en difficulté, ou au contraire des réflexions sur des situations vécues qui ont été particulièrement touchantes ou satisfaisantes. Et par rapport à ça, pour faire le lien avec une question qu'on a dans le chat, vous nous disiez, docteur Ossino, que vous envisagez peut-être de mettre en place à distance une journée pour comme un recyclage un petit peu, comme on peut le faire dans le cadre des formations de secouristes PSC1, pour rediscuter un petit peu et faire un temps de pratique, d'analyse de pratique avec les secouristes. Alors, il y a 2 choses dans ce que vous dites. La première, c'est par PSSM France. Comme je disais, c'est des programmes qui sont très structurés, très standardisés. On n'a pas le droit de les adapter, on n'a pas le droit de les utiliser différemment. Ça, c'est pour répondre à un programme qui soit uniforme et à faire en sorte qu'il y ait une égalité de chance entre 2 secouristes de recevoir les mêmes informations. Donc, on ne peut pas non plus en faire n'importe quoi. Par contre, PSSM France a le projet, ou alors c'est même peut-être déjà existant, de faire des sessions de rappel pour des personnes qui seraient déjà secouristes et qui voudraient se réentraîner avec certaines compétences. Il y a ça d'une part. Et après, nous, au sein de la MDA 34, on se posait la question, par exemple, s'il y a une institution qui nous demande pour ses salariés de venir former les salariés au secourisme pour les jeunes, de faire cette session en 14 heures. Et pourquoi pas, dans un second temps, donc non estampillé PSSM, mais de proposer un 3e jour de rencontre qui puisse être l'occasion d'échanges de pratiques ou d'avoir plus de temps de partage sur ce que la formation aurait pu
amener comme réflexion, comme questionnement. Parce que c'est vrai que c'est un programme qui est très dense, donc sur 14 heures, sur 2 jours, on n'a pas le temps non plus d'aborder en détail toutes les situations auxquelles ça peut faire écho. Merci. Du coup, une information apportée par Madame Herman, qui est responsable prévention à la CEPAM de la ville de Nîmes, qui nous dit que l'assurance maladie projette en 2023 de développer le programme de formation des secouristes en santé mentale pour les jeunes et qu'on peut par conséquent se rapprocher de nos correspondants en caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir plus d'informations sur l'organisation de formations locales subventionnées. Donc, pour répondre un petit peu à la question du financement. Il y a encore plusieurs questions. Une question de Madame Armandville du dispositif d'appui à la coordination du département du 11 qui nous dit « Bonjour, est-ce qu'on peut faire un lien entre les secouristes en santé mentale et les sentinelles ?» Oui, je pense que le lien qu'on peut faire, c'est ce sont des personnes non professionnels en santé mentale qui, en ayant un certain niveau de connaissance sur ces questions-là, peuvent apporter une première aide. Donc, les sentinelles, c'est des formations qui ne sont pas les mêmes que celles de secourisme en santé mentale, qui ne sont pas structurées ou standardisées de la même façon. Mais il y a ce point commun, je pense aux sentinelles sur la question du suicide notamment, où l'objectif, c'est, comme le secourisme, repérer les signes et pouvoir orienter vers des professionnels. Donc, il y a des points communs. Merci. Une question, donc, en tant qu'institution, donc la MSA, Mutualité Sociale Agricole, comment peut-on porter la question de la santé mentale auprès des élus? Est-ce que le dispositif PSSM ne serait pas présenté et porté au sein des contrats locaux de santé ou des contrats de locaux de santé mentale pour former plus de sentinelles ou de secouristes en santé mentale? Avez-vous des supports que l'on puisse utiliser pour informer sur l'existence de ce dispositif et le volet jeune, du coup, plus spécifiquement, lors de nos ateliers et réunions de terrain? Alors, oui, les conseillers locaux en santé mentale, je pense que c'est une bonne instance pour sensibiliser les élus et les publics. Et après, donc, il y a les programmes de formation et on a des outils de communication, effectivement, pour pouvoir parler des PSSM. Alors après, il faut que je me renseigne sur ce qu'on peut pas partager, diffuser ou pas. Mais il existe des supports. On l'a déjà fait, nous, un petit peu localement sur Montpellier, pour tenter de sensibiliser les élus à ces questions-là. S'il y a des supports, du coup, à partager aux participants, on les rajoutera avec les supports de présentation sur le site du DRAPS. On en rediscutera. Ouais. Merci. Alors, encore beaucoup de questions. Les questions qui n'auront pas pu être abordées, on essaiera de vous apporter une réponse sur le site du DRAPS Occitanie. Je ne sais pas laquelle sélectionner au vu du délai, mais peut-être quelques remarques par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, on nous précise que les personnes ayant donc, fait les deux formations entre PSSM et Sentinelle ont trouvé beaucoup de points communs sur les deux contenus. Qu'il faudrait que le personnel de l'éducation nationale reçoive cette formation. Donc, ces personnes seront journellement en contact avec les jeunes. Et il y a Madame Kozoro qui demande, il y a plusieurs niveaux de formation aux gestes de premier secours, donc en fonction des profils de stagiaires. Peut-il y avoir plusieurs niveaux pour PSSM? Ou est-ce que du coup, c'est pareil pour tout le monde? Alors, concernant la réflexion sur l'éducation nationale, je crois qu'ils sont confrontés à deux obstacles. Le premier obstacle, c'est une institution où ils ont un plan de formation qui est assez cadré, et faire entrer des nouvelles formations, c'est compliqué, même si après, beaucoup d'infirmiers, même quelques professeurs que j'ai pu rencontrer seraient intéressés en théorie. Et puis, il y a la question du financement, où a priori, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux de financer les formations externes. Dans les établissements agricoles, il y a peut-être un peu plus de facilité. D'ailleurs, nous, on a quelques établissements qui nous ont sollicités. On va voir avec eux ce qu'on peut faire. Peut-être même développer le module ado. On a un projet. Et l'autre point, c'était la dernière que vous disiez.
Pardon, je reprends. Donc, le fait qu'il y ait des points communs entre la formation PSSM et le volet Sentinelle, et après, c'était au niveau de l'éducation nationale. Ah oui, pardon. Plusieurs formations aux gestes de premier secours. Est-ce que ça sera pareil pour PSSM ou est-ce qu'il n'y a qu'un niveau de formation? Donc, il n'y a qu'un niveau de formation. Le niveau, c'est de devenir secouriste. Voilà. Après, c'est des formations plus spécialisées quand on a déjà d'autres compétences professionnelles. Et d'ailleurs, on dit bien que les formations PSSM, elles ne sont pas à destination des soignants. Nous, on l'a dispensé à certains soignants pour qu'eux-mêmes puissent devenir formateurs et qu'on soit plein de formateurs et qu'on puisse répandre ce programme. Mais en soi, le contenu, bon, ça fait toujours réviser les postures qui sont aidantes et celles qui ne sont pas aidantes. Ça peut faire réviser certaines connaissances sur les troubles psychiques, mais globalement, c'est quand même des notions qui sont déjà vues et déjà connues. Donc, un seul niveau. Et après, oui, il y a beaucoup de parallèles entre les contenus des formations Sentinelle et des formations PSSM. Je ne suis pas très étonnée parce que dans le contenu de ce qui est apporté, il y a beaucoup de choses, c'est quand même du bon sens, mais quand on est dans le feu de l'action ou dans l'émotion, on n'y pense plus forcément. Ou alors, il y a peut-être d'autres apports théoriques qui font penser qu'il faudrait agir différemment, je ne sais pas. Donc, c'est plein de choses de bon sens. Après, sur le contenu théorique concernant les troubles psychiques, pareil, c'est du contenu qu'on va retrouver ailleurs aussi. Mais ce programme, il a la spécificité d'être structuré d'une certaine façon qui est commune à 26 pays dans le monde et qui, du coup, a été évalué de façon très précise puisqu'il est dispensé toujours de la même façon, en fait. Mais voilà, c'est une des formations qui existe, ce n'est pas la seule, ce n'est pas la meilleure. Je pense que l'objectif, si on a plusieurs outils pour arriver au même objectif, qui est que beaucoup de personnes se préoccupent de ce qui se passe pour ses proches et en particulier pour les jeunes, puisque c'est cette population qui nous concerne, nous, plus précisément. Je pense qu'on y sera gagnant au final de pouvoir s'entraider les uns les autres, de pouvoir comprendre ce qui se passe pour les uns ou pour les autres. Voilà. Par rapport à ce que vous dites, une précision donc, avant de terminer. En ce qui concerne l'éducation nationale, donc la personne qui avait posé la question ne parlait pas d'une formation externe. Alors, on avait eu la question par une autre personne, mais là, c'était aussi l'idée de l'intégrer au programme des futurs enseignants. C'est intéressant. Voilà, j'ai vu qu'il y avait encore plein d'autres questions. On essaiera avec mes collègues de l'IREPS de les regrouper, de vous apporter des réponses sur le site du DRAPS. Et voilà, nous arrivons au terme de cette matinale. Je vous remercie encore une fois pour vos interventions, Dr Bress et Dr Houssino. Je vous remercie à tous d'avoir été si nombreux à participer à cette matinale. Je vous ferai parvenir un lien dans l'après-midi avec une évaluation en ligne. Merci par avance de la compléter parce que vos retours nous sont précieux pour pouvoir améliorer ces temps d'échange. Et je vous souhaite de passer à tous une bonne journée et bon appétit.